Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Des rafales de vent jusqu'à 170 km/h. L'ouragan Dean a frappé tout à l'heure la Martinique. Le bilan fait état d'au moins un mort. Ce soir, 95% des foyers de l'île sont privés d'électricité. Le pédophile récidiviste et ravisseur présumé du petit Ennis est entendu en ce moment par le juge. Il devrait être mis en examen pour enlèvement et viol aggravé. Qui profitera de l'abattement sur les intérêts d'emprunt pour l'achat d'une résidence principale? Le gouvernement prévoyait large, mais la mesure a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Nous ferons le point dans ce journal. Un an après sa mise en place, le modèle de cœur portatif utilisé par certains services d'urgence a permis de sauver la vie d'une jeune américaine de 13 ans. Elle était en vacances à Nice avec ses parents. Vous entendrez son témoignage. Enfin, Laure Manodou pourrait rentrer au bercail, comme on dit. Des tractations sont en cours pour que la nageuse puisse revenir dans son club de Melun en Seine-et-Marne et préparer ainsi les Jeux Olympiques dans les meilleures conditions possibles. On commence avec les conséquences du cyclone Dean à la Martinique. Comme prévu, les vents ont été extrêmement violents. Pendant 3 heures, les habitants de l'île sont restés calfeutrés chez eux. L'alerte maximale vient tout juste d'être levée et désormais l'heure est au bilan. On compte pour l'instant un mort par crise cardiaque et 6 blessés. Perrine Bonnet. Au plus fort du cyclone, les rafales de vent atteignent 180 km/h. De quoi plier facilement les arbres et arracher les toitures. Dans cet hôtel de Fort-de-France, on essaie par tous les moyens de se barricader. On n'a rien d'autre à faire qu'attendre. On peut rien faire. Regardez la force du vent. Selon un premier bilan, l'ouragan aurait fait un mort, un homme de 90 ans victime d'une crise cardiaque et au moins 6 blessés. Les opérations de reconnaissance ne font que commencer. On a visiblement beaucoup d'habitations qui ont souffert, et notamment des toitures arrachées. On a un certain nombre d'arbres et de différents objets qui sont tombés sur les différentes routes. Voilà pour l'instant les quelques dégâts dont nous avons connaissance et probablement des phénomènes d'inondation localisés. 95% des foyers sont privés d'électricité. Sur ces images, les rues désertes de Fort-de-France. Pendant plus de 12 heures, les Martiniquais avaient pour ordre de ne pas quitter leur maison. Les gens maintenant sortent de chez eux, ils sont dans les rues, et donc on commence par balayer, on commence par réparer, déclouer les volets qui avaient été barrés par des planches, etc. Le gouvernement français a annoncé l'envoi de sauveteurs en renfort. Le cyclone, lui, est en train de s'éloigner des Antilles. Il prend la direction de la péninsule mexicaine. Et selon les derniers bulletins météo, il se renforce dangereusement. Et si vous avez des amis, des proches ou de la famille à la Martinique, notez ce numéro qui va s'afficher, le 0800 836 019, le numéro vert mis en place par le secrétariat d'État à l'outre-mer afin d'obtenir les dernières informations sur la situation sur place. À Lille, le ravisseur présumé du petit Ennis est entendu en ce moment par le juge. Il devrait être mis en examen pour enlèvement et viol aggravé. Il aurait en partie avoué les faits qui lui sont reprochés. Il faut dire que son passé de pédophile est déjà particulièrement chargé. Grâce aux témoins qui ont permis de l'arrêter, on en sait un peu plus ce soir sur sa personnalité. Lionel Feuerstein, David Fossard. Il baisse la tête pour échapper aux photographes. L'image est furtive. Francis Évrard vient de rentrer au palais de justice de Lille pour être mis en examen. Les charges sont lourdes, enlèvement de mineurs et viol aggravé. Malgré le drame, lors d'une conférence de presse ce matin, le père du petit Ennis se disait heureux d'avoir retrouvé son fils vivant. J'ai prié ce soir-là pour qu'il soit là, qu'il me dise papa donne-moi 1 euro comme avant, je vais m'acheter des bonbons, c'est tout ce que je voulais. Mais il est là et c'est le principal, le reste, je vous dis c'est avec le temps. La famille du petit Ennis demande aujourd'hui un durcissement de la loi contre les pédophiles récidivistes. Tout ce que je veux, c'est qu'il paye. C'est tout. Pour le mien et pour tous les autres peut-être qu'il a fait avant. Et au moins qu'il reste toute sa vie là-bas, au moins il ne le refera plus. Francis Évrard est sorti de prison le 2 juillet, après avoir purgé l'intégralité de sa peine, 27 ans pour 2 viols sur mineurs. Les autorités judiciaires le croient à Rouen, il est en fait à Roubaix. Depuis 15 jours, il passe toutes ses journées dans ce bar. Il disait pourquoi il était dans la région ? Simplement parce qu'il voulait retrouver ses racines. Il était du Nord Nantan, il voulait retrouver ses racines. Je savais qu'il avait fait 20 ans de prison et qu'il voulait se réinstaller ici, se réinsérer. Francis Évrard vit dans un hôtel qu'il quitte sans payer, puis dans ce box légué par sa mère décédée. C'est ici que l'on retrouvera le petit Ennis. La justice savait que Francis Évrard était dangereux. Le 5 juin, elle l'a placé sous surveillance judiciaire. Interdiction d'approcher des mineurs, obligation de soins et traitement hormonal. Ce programme aurait dû commencer le 24 août, mais le pédophile a récidivé une semaine avant.
Et les deux principaux témoins dans cette affaire que vous venez de voir dans notre reportage ont été décorés tout à l'heure. Il s'agit du chauffeur de taxi et du propriétaire du bistrot que le pédophile fréquentait assidûment. Leurs témoignages ont été capitaux pour retrouver l'enfant. Le responsable de la police du Nord leur a donc remis la médaille de la sécurité publique. Alors cette affaire pose évidemment la question de l'efficacité judiciaire en matière de récidive et notamment lorsqu'il s'agit d'agresseurs sexuels. Dans ce dossier précisément, on ne peut pas dire que la justice avait été laxiste. Le pédophile avait été condamné, on l'a dit, il avait purgé ses peines, il était soumis à tous les contrôles existants et pourtant cet arsenal législatif n'a pas suffi. Le point sur les textes en vigueur et leur application, Gilles Marinet, Pascal Caron. Ils sortiront un jour ou l'autre. Dans cette unité modèle de la prison de Poitiers, médecins psychiatres et travailleurs sociaux préparent la libération avec les détenus. Beaucoup de délinquants sexuels. Des lieux comme celui-ci sont rares. C'est en 1998 que le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels après la prison est institué. C'est le tribunal qui décide alors de la condamnation. Très peu de détenus en bénéficieront. 9 ans après, entre médecins et travailleurs sociaux, en nombre insuffisant, la coordination reste difficile. Elle est balbutiante. Elle est difficile à construire. On a peu l'habitude de travailler ensemble. Les psychiatres, comme beaucoup de gens, se méfient de la justice. La justice fait peu confiance à des professionnels de santé. Et donc nous avons à apprendre à nous faire confiance et à travailler ensemble. 6 ans plus tard, nouvelle loi, autre approche du problème, avec l'apparition du fichier des délinquants sexuels sortis de prison. Ceux-ci sont tenus de déclarer leur lieu de domicile de travail et de signaler tout changement. Des contrôles sont prévus. L'année suivante, la loi institue la surveillance judiciaire en même temps qu'apparaît le bracelet électronique. Désormais, l'obligation de suivi peut être imposée à un condamné pendant sa détention par un juge. Mais à l'époque, comme aujourd'hui, les magistrats dénoncent le manque de moyens. Le problème, c'est que la plupart des textes votés ne sont jamais mis en application. Et nous, ce que nous dénonçons, c'est qu'on fait croire à l'opinion publique que dès lors qu'un texte est voté, on va résoudre de façon un peu magique le problème de la délinquance sexuelle et que ça n'est pas le cas. Le ministère de la Justice affirme, lui, avoir augmenté de 70% le nombre des juges d'application des peines et doublé le chiffre des travailleurs sociaux depuis 2002. 2007, c'est la loi sur la récidive, désormais plus de remise de peine si l'on n'accepte pas de suivre des soins. S'ils les refusent, ils ne pourront pas bénéficier de libération conditionnelle et ne pourront pas bénéficier de réduction de peine. Problème, tout cela a un coût. Les 6 milliards d'euros du budget de la justice sont jugés par certains encore insuffisants. Et concernant justement la réponse judiciaire face aux criminels dangereux, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il présiderait une réunion interministérielle dès lundi. Le président de la République sera de retour des États-Unis ce week-end. Et comme souvent, pour améliorer notre système, il faut aussi regarder ce qui se fait chez nos voisins. On va donc maintenant faire un tour en Grande-Bretagne où la législation, vous allez le voir, est particulièrement sévère en matière de suivi des criminels dangereux. Une simple non-présentation au commissariat suffit pour que leur nom et leurs photos soient livrés au grand public. Correspondance Claude Sampère, Dominique Marotel. En Grande-Bretagne, dès qu'un délinquant sexuel sort de prison, il a 3 jours pour se faire inscrire auprès de la police. S'il déménage ou s'il part en vacances, il doit le dire à la police. S'il manque à ses obligations, il est immédiatement recherché et sa photo est rendue publique, dans la presse ou sur le site internet de l'Agence pour la protection de l'enfance. On essaie de donner une description physique la plus complète possible. La taille, la couleur des cheveux, des cicatrices ou des tatouages. Le système n'est pas infaillible. En 2000, Sarah Payne, une enfant de 8 ans, est violée et tuée. Son assassin était sorti de prison quelques années plus tôt et visiblement la police ne le surveillait pas d'assez près. À l'époque, la presse populaire avait publié des photos de pédophiles avec leur adresse. Plusieurs personnes, dont le seul tort était de ressembler à une photo, avaient été victimes de règlements de compte. Depuis, le gouvernement a testé différents moyens, comme la surveillance par satellite. Si un pédophile s'approche d'une école, l'alerte est donnée, mais le système a ses limites. Souvent, le satellite tombe en panne, ou alors on a des problèmes quand la personne est proche d'un grand bâtiment ou dans un tunnel. Sous la pression des associations, le gouvernement est en train d'élaborer une nouvelle loi plus dure. Dans certains cas précis, des parents ou des gardiens d'école pourraient recevoir des informations sur la présence éventuelle d'un pédophile dans leur secteur. La nouvelle loi qui va être adoptée l'année prochaine va renforcer le suivi des délinquants sexuels en Grande-Bretagne. Mais on sera encore bien loin de l'exemple américain. Aux États-Unis, dès qu'un pédophile condamné s'installe dans un quartier, tout le voisinage est immédiatement prévenu par la police.
Et puis on l'a appris tout à l'heure, en Allemagne, la police vient peut-être de démanteler un énorme réseau de pornographie infantile sur Internet. C'est l'arrestation d'un homme qui a permis de le découvrir. Près de 5000 utilisateurs seraient impliqués dans pas moins de 106 pays. À qui profiteront les crédits d'impôt sur l'achat d'une résidence principale? Jusqu'à présent, la réponse était claire. Nicolas Sarkozy avait promis qu'il concernerait tous ceux qui ont emprunté il y a moins de 5 ans. Mais ce souhait politique vient d'être en partie invalidé par le Conseil constitutionnel qui estime que la rétroactivité de cette mesure n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Autrement dit, pour tenir cette promesse, le gouvernement va devoir réfléchir à d'autres mesures. Juliette Guérin, Alain Locassio. La peinture est toute fraîche. Donc ici, on est normal, Nadège a emménagé dans cet appartement il y a 4 mois à peine. Là, il y a la cuisine. 50 mètres carrés en banlieue parisienne, 215 000 euros. Et là, la chambre. Chaque mois, elle rembourse plus de 1 000 euros. Avec son amie, elle comptait sur son crédit d'impôt. On avait fait à peu près le calcul et on avait compté à peu près 750 euros chacun, donc 1 500 euros à l'année. Et c'est vrai que cette somme aurait pu nous aider à compenser le surplus, les dépenses telles que l'ameublement ou les frais de notaire. Mais hier, le Conseil constitutionnel a en partie retoqué la mesure. Elle entraînerait une rupture d'égalité entre les contribuables. Résultat, seuls ceux qui ont acheté après le 6 mai auront leur crédit d'impôt. Pour les autres, plus de cadeau fiscal pour l'instant. Ça concernait plus de 3 millions de ménages, donc 3 millions de ménages à qui l'avantage fiscal accordé aurait été un petit peu supérieur à 1 000 euros. Ça faisait quand même 3 milliards d'euros par an. Effectivement, ça représente des sommes considérables. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy s'y était engagé. Tous ceux qui ont emprunté il y a moins de 5 ans devaient bénéficier de cette mesure. En catastrophe, le gouvernement réfléchit à une solution. Il faut qu'on revoie notre copie et il faut qu'on voit dans quelle mesure on va pouvoir proposer un nouveau texte qui mette en exécution les promesses du président de la République. Pas plus de détails pour le moment. Le gouvernement promet qu'à la rentrée, tout sera réglé. Le spectre d'un krach boursier s'est un peu éloigné aujourd'hui. Toutes les bourses ont connu un fort rebond ces dernières heures, y compris à Paris, qui a regagné 1,8% aujourd'hui. Vous le voyez, la courbe de la semaine reflète particulièrement bien le chaos qui a régné sur les marchés ces derniers jours. Cela dit, le rebond d'aujourd'hui ne règle pas tous les problèmes puisqu'il s'explique par l'intervention en urgence de la Banque centrale américaine. Elle a finalement accepté de baisser ses taux directeurs afin de calmer la tempête boursière. Alors l'embellie d'aujourd'hui est-elle artificielle? Faut-il en profiter pour vendre ou au contraire pour acheter? Les petits porteurs sont un peu perdus ces derniers temps. Élément de réponse avec Julien Dupéret et Jacques Gérard. Bonsoir à ma banque, Justine Popinot, bonjour. 2000 appels par jour, des conseillers sur le pont de 8h à 22h. Ubisoft a atteint au plus bas 41,11. Je vous donne le plus haut également. Jamais cette société de bourse en ligne n'avait connu un tel mois d'août, avec une activité multipliée par 2 ces 15 derniers jours de crise boursière. On va mettre ça sur le PEA. C'est vraiment le rush. Ouais. En ce moment, il y a pas mal d'appels et il faut être très carré avec le client pour savoir ce qu'il veut réellement, s'il veut vendre, à quel cours, parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Quoi. Ils sont inquiets, les clients? Ils sont de plus en plus inquiets, ouais, tout à fait. Des actionnaires inquiets qui ne savent plus vraiment sur quel pied danser, suspendus aux évolutions du CAC 40. Vous pouvez me redonner le CAC, s'il vous plaît? Le CAC, on est à 5249,66 points, moins 0,3. Mais même si la température des actionnaires et des marchés grimpe, ici on préfère garder la tête froide avec un seul conseil. Être prudent, être capable de bien évaluer son risque sur son portefeuille et surtout de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas paniquer et de laisser peut-être le temps un petit peu jouer en notre faveur. Ce matin, le marché rebondit, il rebondissait tout à l'heure et donc je pense qu'il faut aussi savoir raison garder. On ne peut pas juger la bourse sur 15 jours. Attendre donc, c'est aussi le conseil que donne ce président d'un club de petits actionnaires à ses membres, des membres qui ne s'attendaient pas à voir leur titre chuter en plein été. A priori, moi, BNP Paribas, Dexia, toutes ces sociétés, disons ces banques, pour moi c'était du costaud. Et puis je m'aperçois qu'elles ont dévissé quand même, qu'on le veuille ou non. Donc je veux dire, je suis inquiet. Dès lundi, le club d'actionnaires se réunira pour analyser la crise en espérant que l'éclaircie d'aujourd'hui à la Bourse de Paris se poursuive. Nouveau drame en mer, à 100 km au large de Roscoff, dans le Finistère. Un bateau de pêche français a coulé, semble-t-il, après une collision avec un cargo. Son capitaine est mort et ce soir, les enquêteurs soupçonnent un navire qui fait route en ce moment même vers la Turquie. La gendarmerie maritime tente de le dérouter vers un port français. Des traces de peinture suspectes ont été observées sur sa coque. Arnaud Comte, Michel Hiver. C'est dans ce radeau de survie que les 6 marins pêcheurs du Sokalik ont été récupérés sains et saufs par un autre chalutier, alerté par radio quelques minutes plus tôt.
Le patron du Sokalik nous a appelé. Bernard il nous a appelés tous pour dire qu'il coulait, quoi. Et qu'il sautait dans les bombards, et quand on est arrivé, malheureusement, lui, il n'était pas dedans, quoi. Le corps sans vie du pêcheur de 58 ans a été retrouvé par les secours vers 6 h ce matin. À Roscoff, port d'attache du navire naufragé, on est toujours sous le choc. J'ai perdu un ami quand même aujourd'hui. Et dans un abordage qui poussait avec un cargo qui ne s'est pas arrêté. À partir de là, on a toujours un sentiment de frustration quand même. Le chalutier de 20 mètres que l'on aperçoit sur ces images aurait été percuté par un cargo qui bat pavillon dans les îles Pacifiques. Il se dirige actuellement vers la Turquie. Ce bateau a eu un comportement suspect peu de temps après l'accident. Ce bateau portait des traces de peinture suspectes sur sa coque, ce qui permet de penser qu'effectivement il peut être impliqué dans ce naufrage. En fin d'après-midi, les 6 rescapés ont regagné leur famille. L'enquête, elle, se poursuit. Ce soir, le cargo suspect navigue toujours dans les eaux internationales en direction de la Turquie. Actuellement, la Marine nationale tente d'obtenir son déroutement vers un port français. Cette fois, ça y est, 2 semaines après l'accident mortel survenu à la Fête des Loges, la Convention pour la sécurité des manèges à Sensation a été signée très officiellement par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Et pour l'occasion, elle s'est rendue sur l'une des plus grandes fêtes foraines de l'été, près de Saint-Tropez. Franck Genozo, Frédéric Capron. Attention au départ. 2 semaines après l'accident mortel de Saint-Germain-en-Laye, Michèle Alliot-Marie veut savoir de quoi elle parle. Tour de Grand 8 en compagnie de son équipe ministérielle. Des pointes à 96 km/h sur les plus grandes montagnes russes d'Europe. C'est un manège dit à grande sensation. Bon, alors on a testé qu'a priori ça tenait debout. On n'est pas resté. Quelques minutes plus tôt, par cette signature, la ministre de l'Intérieur avait dépoussiéré une réglementation vieille de 24 ans sur la sécurité des manèges. Une convention préparée avec les représentants du monde forain. S'agissant de matériels qui sont soumis à de très fortes tensions, il est indispensable qu'il y ait un contrôle et que d'une façon générale, il y ait un contrôle régulier des matériels. Principale nouveauté, la classification des manèges en 4 catégories. Manèges pour enfants et à sensation limitée resteront contrôlés tous les 3 ans. Mais les manèges à sensation forte seront désormais contrôlés tous les ans par des organismes agréés par l'État. Les forains sont satisfaits, même s'ils affirment être les meilleurs vérificateurs de leurs manèges. Il y a des boulons qui sont derrière moi, sont à 28 mètres de haut. C'est nous qu'on les sert. Quotidiennement, on s'assure que tout est serré. Donc c'est vraiment nous les premiers garants de cette sécurité. Évoquée depuis l'accident, la limitation de la vitesse des manèges n'a pas été retenue. Elle est pourtant nécessaire selon certains forains. Halte à la vitesse, halte à la sensation. Et à un moment donné, il faut arrêter, c'est prendre beaucoup de risques. Le ministère de l'Intérieur avoue y réfléchir. Une loi sur la sécurité des manèges devrait être votée à l'automne. La terre a de nouveau tremblé au Pérou, toujours dans la ville de Pisco. On a enregistré un séisme de 5,5 sur l'échelle de Richter. Cette réplique a, vous l'imaginez, provoqué un mouvement de panique dans une ville déjà détruite à 70%. Selon un dernier bilan, le tremblement de terre de mercredi a fait au moins 500 morts. Elisa Coudray. Un champ de ruines, des zones entières sont dévastées. Cela fait maintenant 2 jours que les sinistrés vivent dans la rue. Et le froid aggrave la situation. Au Pérou, c'est actuellement l'hiver. Dans les hôpitaux, les blessés ne cessent d'affluer. Les médecins sont débordés. En début d'après-midi, nous avons pu contacter un Français de retour de la zone touchée. Des murs écroulés, des maisons écroulées, des cadavres dans la rue. Les corps sont laissés à même le sol, sont recouverts d'un drap. C'est une ambiance plutôt macabre. Un peu partout, au milieu des zones sinistrées, les mêmes scènes de pillage se reproduisent. Nous sommes dans la banlieue de Pisco. Ici, c'est un petit magasin qui est pris d'assaut. Les magasins ne veulent rien nous vendre. Ils gardent les stocks pour eux. Avoir de l'argent ne change rien. Selon un tout dernier bilan, il y aurait au moins 500 morts et plus de 1600 blessés. Certaines zones n'ont pas encore été explorées. Les secours locaux ne semblent pas pouvoir faire face. Plusieurs pays européens ont proposé leur aide, dont la France. Ce tremblement de terre est l'un des plus importants que le pays ait jamais connu depuis 1970. Un séisme avait tué plus de 70 000 personnes.
Soulagement pour les deux Sud-Coréennes enlevées il y a un mois par les talibans en Afghanistan. Elles sont enfin rentrées au pays. Elles avaient été libérées lundi par leur geôlier. Mais vous le voyez, la joie du retour n'a pas effacé la douleur sur les visages. 19 évangélistes membres de leur groupe, dont 14 femmes, sont toujours retenus prisonniers. 2 autres ont déjà été exécutés. Comment améliorer la qualité de l'air à Pékin? À un an des Jeux Olympiques, les autorités chinoises explorent toutes les pistes possibles. Et parmi elles, l'arrêt pur et simple de la circulation pour plus d'1,5 million de voitures. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui. La municipalité a testé la circulation alternée en grandeur nature et à l'échelle de la ville. Ce n'est pas peu dire. Loïc Delamornay, Adeline Cassier. Aujourd'hui, ça roule bien. Enfin, pour Pékin. Premier jour de l'expérimentation de circulation alternée. En ce vendredi, seules les voitures à plaque impaire étaient autorisées à sortir du garage. C'est un peu ennuyeux. Aujourd'hui, c'est un jour impair, je peux donc sortir. Par contre, demain, c'est mon anniversaire de mariage et nous voulions aller nous promener avec mon mari, mais nous ne pourrons pas prendre la voiture. Je ne trouve pas ça très pratique. Pas pratique, mais respecté. Les policiers en faction n'arrêtent pas de contrevenants. En Chine, l'intérêt supérieur commande et les décisions du gouvernement ne se discutent pas. L'impact des gaz d'échappement ne cesse d'augmenter. Les autorités souhaitent donc voir si en appliquant la circulation alternée, il peut y avoir une amélioration de la qualité de l'air. C'est ce genre de mesures qu'il faut prendre pour bien préparer les JO. De précédentes expériences ont déjà été menées, comme le retrait temporaire d'1 million de véhicules officiels ou d'entreprises. L'enjeu est de taille, car voici à quoi ressemblent les avenues de Pékin en temps normal, une ville où chaque jour 1000 nouvelles voitures sont immatriculées. Dans ce centre flambant neuf de régulation du trafic, la police tente de gérer les 6 périphériques de la ville. Cet officier reconnaît que ces derniers temps, le taux d'émanation des gaz d'échappement était 2 fois plus élevé que la normale. À moins d'1 an des JO, ces mesures ne suffiront sans doute pas pour dissiper cette brume de pollution quasi permanente sur la ville. Contrairement aux adeptes du tai chi habitués au climat pékinois, les sportifs étrangers s'inquiètent. Les athlètes anglais ont déjà prévenu qu'ils n'arriveraient que 3 jours avant les Jeux au lieu de 10 habituellement pour épargner leurs poumons. Et les Chinois ne font pas seulement la guerre à la pollution, ils mènent aussi sur le terrain des essais grandeur nature avec les Russes. Pour le dernier jour, le président chinois avec son homologue Vladimir Poutine ont assisté aux exercices, visiblement avec satisfaction. Le but, simuler des opérations militaires contre des groupes terroristes. Et pour cela, vous le voyez, les armées de terre et aussi aériennes ont été déployées. En langage non diplomatique, on appelle cela montrer les muscles. Et dans le même esprit, Vladimir Poutine en a profité pour annoncer que des vols permanents de bombardiers stratégiques allaient reprendre. Autrement dit, des patrouilles voleront 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre en cas d'attaque nucléaire. Cela ne se faisait plus depuis la guerre froide. On va parler de technologie plus sympathique maintenant, une technologie qui sauve des vies. Il s'agit d'un cœur artificiel portatif, utilisé par certains services d'urgence. Depuis 1 an, il vient à nouveau de faire ses preuves. Une jeune américaine de 13 ans qui était en vacances à Nice avec ses parents a pu être sauvée grâce à ce dispositif. Stéphane Despinois, Michel Comin. À première vue, la vie de Katharina ressemble fort à celle des jeunes de son âge, sauf qu'elle porte dans ce petit sac bleu son nouveau cœur. Un cœur artificiel. Cette américaine de 14 ans revient de loin. Le 14 juillet, sur la plage de Nice, elle est victime d'un arrêt cardiaque. Une attaque jugée suffisamment grave pour déclencher l'intervention de l'unité mobile d'assistance circulatoire basée à Marseille. Un commando médical qui embarque avec lui un cœur artificiel. C'est relativement rapide puisque généralement en 20 minutes, une demi-heure, on peut mettre en place un cœur artificiel temporaire qui stabilise complètement la situation, qui remplace lui le cœur et les poumons et qui permet à ce moment-là de réfléchir, de rapatrier la malade en ambulance relativement tout à fait tranquillement, calmement. Les parents de Katharina ont retrouvé le sourire, la vie de leur fille a vraiment tenu à un fil. Elle est debout, elle lit, elle parle, encore plus que nous. Si vous ne savez pas qu'elle a un appareil cardiaque, vous ne pouvez pas imaginer que quelque chose ne tourne pas rond. Le cœur artificiel qui a permis de sauver la vie de Katharina, voilà à quoi il ressemble. Une machine qui pompe le sang, le réoxygène et le pulse dans le corps du malade. Le temps que le cœur se remette éventuellement à battre de lui-même. Être connecté à une grosse machine, c'est contraignant. Mais d'un autre côté, cette patiente, maintenant, elle est réveillée. Elle peut se lever, elle peut marcher, et elle parle, et elle va plutôt bien. Alors que sans cette machine, elle serait peut-être pas en vie. Et si elle pouvait être en vie sans la machine, elle serait de toute façon endormie, sous respirateur et paralysée. Katharina sera rapatriée au Colorado par avion spécial dans quelques jours. Si son cœur ne repart pas, elle y subira une transplantation cardiaque.
Les vacances se terminent pour la plupart des Français. Vous serez d'ailleurs nombreux sur les routes ce week-end. Voyez les prévisions de Bison Futé. En gros, dans le sens de retour, il voit rouge pour demain et orange pour dimanche. Ce devrait être la plus grande vague de retour de l'été. Et qui dit retour dit rentrée scolaire. Comme chaque année, le village de Mélé en Haute-Saône fait parler de lui. Son école primaire fait sa rentrée avec 15 jours d'avance. Les élèves sont attendus pour lundi et les profs, eux, ont retrouvé le chemin des classes dès aujourd'hui. Reportage Pauline Dordilly, Thomas Donzel. En général, on peut déjà acheter une boîte que de rouge parce que au bout de 8 jours, il n'y a plus de rouge. Provision de stylos rouges, de cahiers, de gomme. Pour cette institutrice, la rentrée c'est dans 3 jours. Alors chaque détail est soigneusement inspecté. Je trouve que c'est important qu'il soit beau, qu'il ne soit pas abîmé ou pas trop. Autant que faire se peut, parce que si les pages sont déchirées, ça donne pas envie. Dans la salle d'à côté, la classe des CP, CE1, CE2. Depuis 8 h ce matin, l'enseignante a bien avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. Le jour de la reprise, continuer à ranger, se répartir les classes, voir les emplois du temps. À Maillet et Chazelot, la cloche sonne 15 jours avant la plupart des autres écoles. La raison, un emploi du temps unique en France. Les enfants ont classe tous les matins, même le mercredi, mais seulement 2 après-midi par semaine. Pour la directrice, ce rythme favorise l'apprentissage. Les élèves sont mieux parce qu'ils sont moins fatigués. Les enseignants sont mieux aussi parce qu'une journée de 4 heures, c'est plus facile à faire. Et finalement, tout le monde profite de cet aménagement. 1, 2, 3, 4 garçons dans ta classe. Un aménagement qui rogne sur les vacances scolaires, 6 semaines en été au lieu de 8. Mais ressortir les cahiers en plein mois d'août, les instituteurs du village s'y sont habitués. Ça fait 12 ans qu'on fonctionne comme ça, pour moi c'est habituel, quoi. Donc, aucun problème pour rentrer le 17, 18, 16, 20 août, moi ça me pose absolument aucun problème. Maillet et Chazelot rentrent le 20 août. Pour les 2 millions d'élèves qui sont en semaine des 4 jours, ce sera le 27 août. Pour les autres, les vacances, c'est jusqu'au 4 septembre. Et pour elle aussi, les vacances sont finies. Apparemment, Laure Manodou a décidé de préparer une rentrée sérieuse. À 1 an des Jeux Olympiques, elle pourrait rentrer au bercail, peut-être. Des tractations seraient en cours avec son ancien club de Melun, en Seine-et-Marne. Manuel Tissier, Olivier Pontus. Un simple texto et Laure Manodou refait la une. La piscine de Melun, où la championne olympique a fait ses premières armes, se prend à rêver à son retour. Manodou est aux Maldives, avec son fiancé au bras et les photographes au basque. De son île paradisiaque, la sportive préférée des Français aurait envoyé un SMS au président du Cercle des nageurs de Melun. « Je vous donne mon accord pour prendre contact avec mon avocat ». Selon le club, Manodou serait prête à reprendre l'entraînement en Seine-et-Marne. Rien n'est réglé, mais le nouveau président a déjà les yeux qui brillent. C'est que du bonheur. Il y a effectivement une étude préalable juridique à voir si c'est possible ou pas, en sachant que par rapport à notre cœur et surtout par rapport aux enfants qui nagent, ils attendent. Ils n'attendent que ça. Depuis le début du mois et l'Open de Paris, Laure Manodou n'est plus apparue publiquement. La rupture explosive avec son entraîneur italien et le club de Turin avait, croyait-on, débouché sur un retour familial. Manodou devait reprendre l'entraînement à Ambérieux sous les ordres de son frère, dans la ville de son enfance. Mais le feuilleton rebondit une nouvelle fois. À Melun, point de chute potentiel, les nageurs hésitent entre satisfaction et scepticisme. C'est très bien qu'elle revienne chez nous. Mais après tout, elle est jeune, elle peut aller où elle veut, la pauvre. Ça a l'air d'être compliqué en fait. Plutôt que juste simplement le plaisir de faire du sport, ça a l'air d'être compliqué. Il faut que dès qu'elle fait un truc, tout le monde en parle. Avec Philippe Lucas, Laure Manodou est devenue championne en alignant les kilomètres à Melun. Sans piscine, sans entraîneur, Manodou se cherche un avenir, pas encore clair. Ce soir, sa famille dément toute négociation avec le club de Melun. Sport toujours avec le deuxième match test pour les rugbymen français. Après avoir vaincu les Anglais à Twickenham, ils vont les affronter demain au stade Vélodrome à Marseille. Aaron Tanzit. Bienvenue à Marcoussis. Tous les matins, il y a du rugby. Pas toujours facile. Ici, c'est tout sauf un club de vacances. Atelier musculation pour tous les Bleus, le groupe France est au travail, prépare sa Coupe du Monde. Dans la bonne humeur, au cœur de l'été, même le 15 août. On est un petit peu détaché, je dirais, de la vie normale. Quand on est enfermé ici, oui, on oublie les jours fériés. Toute la semaine, sous l'œil vigilant de Bernard Laporte, les gentils membres de l'équipe de France ont répété leur gamme. Écoutez attentivement leur entraîneur, sans broncher.
quel est le plus gros défaut de Bernard? Oula. Joker. Moi, je sais pas, non. Je veux jouer. Bonne nouvelle pour Damien Traille et Yannick Nyanga, ils joueront demain face à l'Angleterre. C'est le cas également de Frédéric Michalak, titularisé au poste de demi d'ouverture, aux côtés de Jean-Baptiste Elissalde. 8 changements au total par rapport au match amical, enfin presque, de la semaine dernière face aux Anglais. Battus 21-15, qui voudront demain à Marseille prendre leur revanche. Je pense qu'ils auront autant de fierté que nous, donc ils vont arriver vraiment très motivés. De la motivation, Sylvain Marconnet n'en manque pas. Mais aujourd'hui, le pilier français est toujours dans l'attente. Opéré du tibia en mars, participera-t-il à la Coupe du Monde? Une décision sera prise au plus tard le 31 août. Et puis, il y a Chabal, le nouveau visage du rugby tricolore. Blessé au mollet, il a dû déclarer forfait. Un conseil, il a beau jouer avec sa serviette, n'allez surtout pas lui dire qu'il prépare un défilé de majorette. Elles ont été peintes il y a 1000 ans. Les fresques médiévales de l'abbaye de Gélone viennent d'être rénovées. L'abbaye a été classée au patrimoine historique. 300 000 personnes visitent ce monument chaque année. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault, sur le chemin de Compostelle, et c'est superbe. Léo Lamberton, Pascal Pense. C'est l'attraction dans l'attraction. Cet été, les touristes venus visiter l'abbaye romane de Saint-Guilhem-le-Désert ont eu un privilège rare. Ils ont assisté à la restauration de 2 fresques médiévales. J'injecte un adhésif pour consolider les différentes couches d'enduit qui supportent la peinture. Ah, moi je trouve ça fascinant en fait, c'est génial. Pourquoi? On a envie de savoir ce qu'il y a derrière, on est impatient. Je suis étonnée et ravie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qu'il faut restaurer, quoi. Donc je trouve ça très bien. Fondée en 804 par un cousin de Charlemagne, l'abbaye est un chef-d'œuvre de l'art roman. Son cloître était orné de peintures, mais 2 seulement n'ont pas été totalement effacés par le temps. Nous sommes en présence de 2 personnages. Vous en avez un ici avec une auréole et une aile. Donc évidemment, ce serait un ange. Et ici, un personnage à genoux qui pourrait être la Vierge. Et on serait peut-être en présence d'une annonciation. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbaye ainsi que le village de Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault attire chaque année près de 600 000 visiteurs. Cet été, la fréquentation a battu tous les records et pas seulement en raison des fresques. Quand la température est plus rafraîchie ou le mauvais temps ou la pluie en bordure de la Méditerranée, les gens vont découvrir l'intérieur. Et c'est vrai que Saint-Guilhem étant le premier site touristique de l'Hérault, les gens conseillent, les offices de tourisme, les mairies, etc. conseillent aux touristes de venir rendre visite à Saint-Guilhem. Plus de 5000 touristes se sont ainsi pressés chaque jour cet été dans les ruelles du village. Une ruche dont le bruit a dû quelque peu perturber la méditation des religieuses vivant dans l'abbaye. Cinéma à voir sur les écrans en ce moment, un premier film remarqué lors du dernier festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, le premier film de Céline Sciamma qui pose sa caméra et son regard justement sur 3 adolescentes qui découvrent le plaisir des sens et le sens du mot plaisir. François-Julien Piednoir, Tristan Lebras. Quand j'ai dit autour de moi que je faisais un reportage sur la naissance des pieuvres, oh là, tout le monde m'a demandé est-ce que c'est un documentaire animalier. Loin de là, si ce n'est que les pieuvres, ça pourrait être ces 3 adolescentes. Dans le film, 3 nageuses de natation synchronisée qui vont découvrir leur corps, leur amitié, leurs amours. Ah Marc, toi tu t'en fous. T'es passé de l'autre côté. Tu veux dire du côté des filles qui mangent des bananes? C'est ce qu'on raconte, c'est tout. Que tu l'as déjà fait. Et avec plein de mecs. Ouais, c'est vrai. J'adore ça. Mais alors, c'est quoi les pieuvres? Elle m'avait dit que c'était le petit monstre qui s'excite un peu dans le ventre quand il y a la naissance du désir et tout, le petit truc qui fait... Voilà, le moment où on tombe amoureux pour la première fois, c'est là que naît la pieuvre. Mais par extension, la pieuvre, c'est cet animal féminin, aquatique, qui a 3 cœurs et qui raconte bien les 3 itinéraires féminins du film. Avouons-le, on est tous ou presque passés par là. Le premier baiser, la première fois, la gêne dans les vestiaires, le regard des autres, les seins trop gros ou trop petits, la jalousie. Le film nous plonge dans l'adolescence. Le désir, de l'amour, etc., on se reconnaît parce que c'est quand même assez universel. Même si l'histoire, c'est pas la nôtre vraiment, les questions que nos personnages se posent, plus ou moins, c'est des questions que nous, à notre âge, on a tous pu se poser. J'en ai marre de tes conneries de gamine. C'est toi la gamine, madame, j'ai pas de seins. Toi, t'as des seins depuis le CP. C'est pas des vrais.
C'est que de la Grèce. Sacrée ambiance, mais dans la vie, les trois actrices sont trois copines pour qui c'était le premier film, le premier festival de Cannes il y a quelques mois. Elles se sont jetées à l'eau et c'est plutôt réussi. Autre découverte, celle de jeunes chanteurs. Comme chaque année, le festival de Saint-Céré dans le Lot leur donne leur chance. Et quelle chance! Ils ont pour écho les vieilles pierres de cloître et de château. Cet été, elles résonnent d'un opéra de Mozart peu connu. Laurence Cuvillier, Tristan Lebras. Nous ne sommes pas sur la route des vacances. Raphaël s'échauffe les muscles de la bouche avant de chanter. Quelques flatteuses répliques. Oh mon Dieu, le beau garçon. C'est peut-être vrai, mais cela n'est plus vrai. Non, c'est pas ça. 60 km de répétition avant la scène. Les trois chanteurs découvrent aujourd'hui l'archidiaconé de Cahors. Blandine et Raphaël sont à l'aube de leur carrière. Monter sur scène, c'est encore pour eux une prise de risque. Mozart aussi était à ses débuts, quand il a composé Bastien et Bastienne à seulement 12 ans. Ancien technicien forestier, Raphaël n'a commencé le chant qu'à 25 ans, presque par hasard. Pour moi, l'opéra, c'était Pavarotti. C'était le seul que je connaissais en plus. Et on m'a dit, t'es ténor, tu peux chanter comme Pavarotti. Alors je dis, ah bah super, pourquoi pas. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je suis juste devenu ténor, mais pas comme Pavarotti. Modeste Raphaël. Le festival de Saint-Céré, lui non plus, n'a pas la folie des grandeurs. Des cadres somptueux, mais intimistes. C'est original parce que ça nous avait pensé au vieux théâtre de Molière, qui était en plein air comme ça, avec des éléments extrêmement simples. Dans les salles d'opéra, jamais le public ne peut être si proche des chanteurs. On est dans la scène presque. On est oui, avec eux. Délicieux, c'est un petit bijou. Un bijou qui brillera dans d'autres écrins, d'autres lieux magiques pour la tournée d'automne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Réoué, suivi du point route avec Julien Pascal. C'est important pour ceux qui rentrent. À 20h50, vous pourrez danser sur un air de fête avec Patrick Sébastien. Et puis pour ma part, je vous dis à demain, 13h. Excellente soirée sur France 2.